Bien, donc on finit le chapitre 3 sur les principes de comptabilisation et d'organisation comptable. On va donc voir maintenant la dernière partie de ce chapitre 3. Dernière partie, ce sont les conditions de fond de la comptabilité. Ces conditions de fond, elles sont intégrées dans le plan comptable général. On va commencer par l'objet de la comptabilité. Cet objet de la comptabilité, c'est l'information des tiers. On a dit comptabilité financière, c'est destiné à l'ensemble des partenaires de l'entreprise. C'est un système d'information externe à l'entreprise. Alors pas que externe, il se traduit par des informations internes, mais il est destiné au tiers de l'entreprise. Et cette information comptable, ce système d'information comptable doit respecter un certain nombre de principes, de fondements, des conditions de fond de la comptabilité. Ces fondements, on les appelle les principes comptables. Alors, trois indications sur ces principes comptables, c'est en fait des valeurs communes qui sont nécessaires pour le comptable, pour tous les comptables, pour faire de la comptabilité conformément à cet objet qui est d'informer les tiers. C'est une ligne de conduite. Le comptable, c'est un petit peu sa déontologie, même si on a la déontologie professionnelle sur un comportement. Là, c'est un petit peu l'idée qu'il doit avoir lorsqu'il fait la comptabilité. Il faut savoir que ces principes comptables, en partie, pas tous, mais la grande majorité, sont partagés au niveau mondial. Donc on respecte à peu près tous les mêmes principes comptables. Si on se replace par rapport à la pyramide des droits comptables qu'on a fait dans une précédente vidéo, on se situe ici donc au niveau intermédiaire entre des règles de comptabilité de base qu'on va voir par la suite et des objectifs très importants d'image fidèle et régularité et sincérité. On va voir que parfois, et nous on va commencer par ça, l'image fidèle est considérée comme un principe comptable fondamental. Donc on va commencer par cela.
Donc, les principes comptables, on va faire 5 diapos. L'idée, c'est pas de connaître par cœur le texte qui explique le principe comptable, c'est bien de comprendre de quoi il s'agit, d'être capable de l'expliquer à quelqu'un d'autre éventuellement. Et surtout, on va voir durant ce semestre, cette année, être capable de reconnaître quand est-ce qu'on l'applique et quand est-ce qu'éventuellement on déroge à ce principe comptable. Donc premier, qui est un principe pour certains, un objectif pour d'autres, on ne va pas rentrer dans le débat, le principe de l'image fidèle. C'est l'article 121.1 du PCG qui en parle, qui dit « La comptabilité est un système d'organisation de l'information financière permettant de saisir, classer, enregistrer des données de base chiffrées et présenter des états reflétant une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entité à la date de la clôture. » Donc c'est bien une image fidèle. Il faut comprendre par ce vocabulaire deux choses. Premièrement, en fait, je vous l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, cette notion d'image fidèle est au départ une notion anglo-saxonne de true and fair view. Et la traduction a été compliquée. Et pour l'intégrer, on a été un petit peu, on va dire, embêté. Et deuxièmement, si on dit une, ça veut dire qu'il peut en exister plusieurs. Tout va dépendre des règles ou des autres principes comptables qu'on va fixer. Je vous donne un exemple que vous compreniez un petit peu. Le Tour de France a débuté un peu décalé. On va prendre l'exemple du Tour de France où je vous demande de représenter une image fidèle du Tour de France. Premier cas de figure, je prends mon appareil photo et je prends une photo du peloton à un moment donné. C'est pour moi, je vous dis, voilà, une image du Tour de France. On se rend compte ici déjà qu'il y aura autant d'images que de personnes, puisque chacun aura un point de vue différent, chacun va essayer de retranscrire une information un petit peu différente. Donc on aura pour nous tous une image fidèle. On va aller au-delà et on va changer d'outil. Et là, je vous dis, non, mais on ne va pas utiliser l'appareil photo. On veut une image fidèle, mais on veut une image fidèle en changeant les règles. Et je ne veux plus un appareil photo, je veux un tableau avec un principe ou un mouvement, on va dire, qu'est le cubisme. C'est Picasso. Et voilà, dans ce cas-là, voici une représentation, une image fidèle d'un peloton du Tour de France. Et puis, je peux encore une fois changer les règles et dire, voilà, je veux une BD, et j'aurai une troisième représentation, une troisième image fidèle. On se rend compte en fait que cette image fidèle, c'est un objectif à atteindre, c'est pour ça que certains disent que c'est un objectif et pas un principe. Et tout va dépendre des règles qu'on a respectées, des contraintes qu'on se donne. Mais l'objectif, c'est vraiment, on va revenir à la notion anglo-saxonne de true and fair view. On veut donner une vision juste et qui est non déformée, qui est la plus correcte possible par rapport à son âme et conscience. Voilà, donc ça c'est le premier principe comptable, une image fidèle. Image fidèle, attention, du patrimoine, de la situation financière et du résultat. Grosso modo, l'idée c'est que la comptabilité n'est pas là pour tricher. La comptabilité est là pour représenter la réalité de l'entreprise. Deuxième principe comptable, le principe de continuité de l'exploitation. Cette fois-ci, c'est l'article 121.2 qui dit « La comptabilité permet d'effectuer des comparaisons périodiques et d'apprécier l'évolution de l'entité dans une perspective de continuité d'activité. » Ça veut dire que lorsqu'on va faire les comptes de l'entreprise, même si l'entreprise a des difficultés financières et qu'elle est en situation de fermeture, etc., lorsqu'on va faire les comptes, on va faire comme si l'entreprise ne disparaissait pas demain. Et en particulier sur un certain nombre de valorisation. On ne va pas valoriser comme si on cédait les biens, on ne va pas valoriser comme si on allait tout vendre. On prend la valeur telle que l'entreprise l'a achetée, on va voir un petit peu plus tard. On va faire en sorte de présenter les comptes comme si l'entreprise continuait son activité. Maintenant, si on a des informations sur une cessation d'activité, on verra qu'un autre principe comptable va nous aider à prendre en compte ces éléments. On continue. Le principe de régularité et de sincérité. C'est le PCG dans l'article 121.3 qui dit « La comptabilité est conforme aux règles et procédures en vigueur qui sont appliquées avec sincérité afin de traduire la connaissance que les responsables de l'établissement des comptes ont de la réalité et de l'importance relative des événements enregistrés. » Ce principe de régularité et de sincérité, il vient accompagner le principe d'une image fidèle. On veut que les comptes soient réguliers, qu'on respecte les règles.
ce qui me semble tout à fait classique. Lorsqu'on dit voilà la règle, on attend qu'on respecte les règles. Au niveau de la comptabilité, c'est ça. On doit respecter les règles et on attend que chacun soit le plus sincère possible. Ça veut dire aussi que si on fait des erreurs de façon honnête, eh bien on a un droit à l'erreur, on a le droit de corriger. Mais l'idée, c'est de dire on doit ne pas chercher la fraude, ce qui est assez évident. Quatrième principe dont on va parler, le principe de prudence. C'est l'article 121.4 du PCG qui en parle. La comptabilité est établie sur la base d'appréciations prudentes pour éviter le risque de transfert sur les périodes à venir d'incertitudes présentes susceptibles de grever le patrimoine et le résultat de l'entité. Le principe de prudence, c'est un petit peu les conséquences de ce qu'on a vu pendant le confinement. C'est j'ai connaissance aujourd'hui d'un risque futur. Je vais aujourd'hui prendre en considération et informer les tiers de ce risque futur. Alors évidemment, tout le monde n'a pas la même capacité ou la même vision des choses en termes de prudence. Il y en a qui vont acheter 4 rouleaux de papier toilette, il y en a qui vont en acheter 40. De la même façon, dans l'entreprise, il y en a qui prévoient une perte de 1000 et il y en a qui prévoient une perte de 10 000. Et ce qu'on va demander aux entreprises lorsqu'elles évaluent un risque, c'est d'apporter des éléments probants permettant à chacun de considérer si ce risque, la façon dont il est évalué, c'est à peu près conforme à sa vision, à son aversion au risque, à sa peur du risque. Voilà pour ce principe de prudence. Ce principe de prudence, il a comme conséquence que généralement en comptabilité, on a tendance à sous-estimer les recettes et au contraire, ou les produits, ce qu'on gagne, au contraire, on a tendance à surestimer les dépenses. Alors, quand on est sur de l'estimation, pas quand on est sur une facture. Quand on sera sur une facture, il y a un montant, on enregistre le montant. Mais quand on estime une dépense future, on va avoir tendance à la surestimer. Et quand on estime une recette future, on fera l'inverse, on sous-estimera. Principe comptable suivant, le principe de permanence des méthodes. Qu'est-ce qui veut dire ce principe de permanence des méthodes? C'est l'article 121.5 qui en parle. La cohérence et la comparabilité des informations comptables au cours des périodes successives reposent sur la permanence des méthodes comptables et de la structure du bilan et du compte de résultat. Ça veut dire qu'en fait, lorsqu'on fait la comptabilité, on s'attend à ce que d'une année sur l'autre, on puisse comparer les différents états financiers qu'on élabore. Je fais un bilan en N, je fais un bilan en N plus 1. N'importe qui, un financier, un banquier, s'il compare les deux bilans, il a envie de pouvoir comparer. Or, ce n'est possible, cette comparaison, que si l'entreprise a suivi les mêmes méthodes d'enregistrement comptable, les mêmes méthodes de valorisation, d'évaluation, mais également les mêmes méthodes de présentation. Ainsi, si une année, je décide de présenter un bilan de cette façon-là, l'année suivante, je dois présenter de la même façon et ainsi de suite. Alors, il y a quelques exceptions de dérogation, en particulier s'il y a un changement de normalisation comptable et qu'on me dit, non, ça s'appelle plus immobilisation incorporelle, mais immobilisation immatérielle, par exemple, il faudra que je change ma présentation. Mais dans ce cas-là, c'est-à-dire qu'en cas de changement de méthode de présentation, il faudra que je fournisse l'information à mon tiers, aux extérieurs, et que je fournisse tous les moyens pour qu'ils puissent comparer. Donc généralement, ça veut dire que je fais 2 jeux de compte, un jeu de compte avec l'ancienne méthode, N et N plus 1, et un jeu de compte avec la deuxième méthode, N et N plus 1, pour qu'on puisse comparer quoi qu'il arrive. Voilà pour ce principe de permanence des méthodes. Principe de non-compensation des produits et des charges et de non-compensation de l'actif et du passif. Ces deux articles du PCG, l'article 112.2 et l'article 112.3, qui écrit spécifiquement « Aucune compensation ne peut être opérée entre les postes d'actifs et de passifs. De la même façon, aucune compensation ne peut être opérée entre les postes de charges et de produits. » Le principe est le suivant, que ce soit dans mon compte de résultat ou dans mon bilan, j'ai un tableau avec 2 colonnes et j'ai égalité des 2 colonnes. Et en aucun cas, je peux dire je passe un produit d'un côté dans l'autre parce que ça se compense. C'est-à-dire que je ne peux pas dire
Monsieur X me doit 100, je dois à Monsieur X 50 ou 25, donc Monsieur X me doit que 75. Je n'ai pas le droit, je dois garder la trace de toutes les opérations. On ne peut pas compenser en disant il y avait 2 opérations, j'en fais qu'une seule avec le solde. On n'a pas le droit. Donc on doit garder la trace de toutes les opérations, que ce soit au compte de résultat, c'est-à-dire charges et produits, ou que ce soit au bilan, c'est-à-dire actifs et passifs. Alors, principe suivant, le principe de l'intangibilité du bilan d'ouverture. Intangibilité, ça veut dire quelque chose qui ne bouge pas. Quelque chose qui est intangible, c'est quelque chose qui est immuable. C'est l'article 112.2 du PCG qui dit « Le bilan d'ouverture d'un exercice correspond au bilan de clôture avant répartition de l'exercice précédent. » Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que j'avais mon bilan fin N qui ressemblait à ça, imaginez avec des chiffres. Lorsque je recommence, je prends un bilan début N plus 1, il doit être identique à mon bilan de fin N. Grosso modo, vous prenez votre compte bancaire à vous, vous finissez le mois avec 100 €, vous commencez le mois suivant avec 100 €. Il y a égalité, intangibilité entre le bilan de clôture et le bilan d'ouverture. Principe comptable suivant, celui-là on en parlera surtout au second semestre, le principe d'indépendance des exercices. Il s'appelle aussi principe de spécialisation des exercices et on voit aussi principe de séparation des exercices. Alors 3 noms pour un même principe, ça vous aide un petit peu à comprendre un petit peu le principe. L'article 934.1 dit « Les comptes de régularisation », qu'on verra donc dans les travaux d'inventaire, travaux de régularisation au second semestre, donc les comptes de régularisation sont utilisés pour répartir les charges et les produits dans le temps, de manière à rattacher à chaque exercice les charges et les produits qui le concernent effectivement, et cela seulement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque j'ai fait une opération courant N, je dois l'enregistrer courant N, même si je n'ai pas les pièces justificatives. On verra au second semestre, ce qui peut se passer, c'est qu'on est le 13 décembre, vous envoyez votre commande à votre client et vous lui vendez. D'accord? Donc la marchandise est partie. Sauf que vous n'avez pas fait la facture. Et donc quand vous faites les comptes au 31 décembre, il n'y a pas la facture. Donc vous n'avez pas de document qui dit j'ai envoyé les... Donc a priori, vous n'avez pas enregistré l'opération. Le principe d'indépendance des exercices fait que, même si vous n'avez pas la facture, vous devez enregistrer l'opération. Un autre exemple, vous êtes au 1er octobre et vous souscrivez une police d'assurance annuelle. C'est-à-dire que vous allez payer pour un an votre assurance. Vous allez payer votre assurance le 1er octobre pour le 1er octobre jusqu'au 30 septembre de l'année suivante. Dans les comptes de N, il doit y avoir que ce qui concerne N, c'est-à-dire les mois d'octobre, novembre, décembre. Et N plus 1, ce sera janvier à septembre. Donc on va séparer et s'assurer que lorsqu'on fait les comptes de N, il n'y a bien que les informations qui concernent N. Principe des coûts historiques. Alors ce principe des coûts historiques, il a 2 noms aussi. De façon plus vulgaire, on connaît sous le principe des coûts historiques. D'un point de vue plus théorique, il s'appelle le principe du nominalisme monétaire. Avant de vous montrer la définition, le texte du PCG, je vais essayer de vous expliquer. Donc moi, je vais partir de la notion de nominalisme monétaire. L'argent a une valeur nominale. C'est-à-dire que si vous prenez une pièce, sur la pièce, il y a la valeur de cette pièce. De la même façon, si vous prenez un billet, il y a la valeur de ce billet. Et donc ce principe du nominalisme monétaire en comptabilité dit « Je dois enregistrer mes opérations à la valeur nominale de la monnaie, de l'échange à ce moment-là. » Donc si j'ai acheté un bien 10 €, j'ai donc versé 10 €, je l'enregistre pour 10 €. Que ce soit il y a 10 ans, 15 ans, 100 ans, quel que soit le moment à quel je l'ai fait. Même si ce bien, il n'a pas la même valeur. Alors le PCG écrit dans l'article 213.1, les actifs acquis à titre onéreux, c'est-à-dire les actifs qu'on a achetés en payant, sont comptabilisés à leur coût d'acquisition. Ça veut dire quoi?
Je vais présenter de façon différente avec un exemple un peu plus visuel. Vous achetez une maison, vous achetez un bâtiment pour 100 000 euros. Vous le rénovez. Et là, votre bâtiment, il a pris de la valeur. Ça se trouve, maintenant, votre bâtiment, il vaut 150 000 euros. Sauf que le principe des coûts historiques dit, mon bâtiment apparaît dans mes comptes à la valeur à laquelle je l'ai acheté. Je l'ai acheté 100 000 euros, il est dans mes comptes pour 100 000 euros, même si aujourd'hui il vaut 150 000 euros ou 1 million d'euros. Ça, c'est le principe des coûts historiques. Autrement dit, le principe du nominalisme monétaire. J'enregistre donc l'ensemble des acquisitions à une valeur, la valeur à la date de l'opération. Par contre, une petite précision, je fais ça dans la comptabilité française en euros. Ça veut dire aussi, ce principe des coûts historiques ou du nominalisme monétaire, ça veut dire que si je fais une acquisition en dollars, il va falloir que j'allais transformer cette valeur en dollars à la date de l'opération en euros. Hein, donc ça donne lieu, ça c'est pour ceux qui continuent la comptabilité, qui décident de se spécialiser un petit peu en deuxième année. On voit qu'est-ce qui se passe justement avec ces pratiques en monnaie étrangère, quelles sont les opérations qui peuvent découler de ce type d'opération. Presque fini, les derniers principes comptables qui sont un petit peu moins connus, dirons-nous. Donc les deux derniers. Premier principe, le principe d'importance relative. Ce principe d'importance relative, il a été introduit dans le PCG 99. Il n'y a pas de texte à proprement parler qui le définit. Qui, en fait, c'est dire les informations non significatives qui ne sont pas pertinentes, on ne les met pas dans les comptes. Alors, ça peut avoir des conséquences si, par exemple, vous êtes un groupe et que vous avez une filiale qui a peu d'importance et surtout qui se situe dans un pays avec des risques géopolitiques. Et de là, récupérer les informations, c'est très compliqué. Et donc, on va faire le rapport avantage-inconvénient. Si on considère qu'il y a moins d'avantages ou d'inconvénients à essayer de récupérer des informations fiables sur cette filiale et que ce n'est pas très important, eh ben on ne donnera pas l'information dans les états financiers, on mettra l'information en annexe. Un autre exemple, vous avez un chiffre d'affaires de 12, alors c'est pas 12, c'est, il faut que j'arrive à lire, 126 578 765,25 euros. La notion d'importance significative relative, le principe d'importance relative, fait que vous avez le droit de ne pas parler des centimes. Vous verrez que ces centimes sont d'une importance relative très très faible par rapport au montant total du chiffre d'affaires. Et donc, dernier principe dont je voulais qu'on parle, c'est le principe de bonne information. Alors, ce principe de bonne information, il correspond à une notion anglo-saxonne de sincérité objective, la notion de fairness. On va respecter les règles, on va respecter les principes comptables, ok, mais l'objectif, c'est de tenir bien informés nos tiers. Or, le risque actuellement qu'on a, c'est que autant un bilan, un compte de résultat, ça peut tenir sur une page, ça n'évolue pas. Autant les états financiers, ça comprend également les annexes, qui forment un tout indissociable avec bilan et compte de résultat. Et les annexes, si vous allez chercher sur des comptes, sur des sociétés cotées, généralement il est public, vous pourrez aller regarder en ligne, vous cherchez, je sais pas moi, Bouygues Télécom, Carrefour, aller regarder un petit peu leurs documents comptables et leurs rapports financiers. Dans les rapports financiers, on a une page pour le bilan, une page pour le compte de résultat et 250 pages d'annexes. Et là, ce principe de bonne information, il est un peu limite, quoi. C'est-à-dire que trop d'informations tue l'information. Donc, il faut normalement que les entreprises cherchent à fournir des informations significatives qui permettent de comprendre la situation économique, sociétale, environnementale de l'entreprise. Or, la situation actuellement sur les marchés financiers en termes d'annexes, c'est d'aller vers de la communication, même de la publicité qui amène un biais objectif, c'est-à-dire qu'on a trop d'informations et trop d'informations axées dans une direction. On peut un peu s'y perdre et être un petit peu berné par la communication financière des entreprises. Voilà, ce chapitre il termine donc cette partie termine le chapitre 3. Il est un petit peu à part, c'est-à-dire que il n'y aura pas de contrôle de connaissances dessus. On en reparlera surtout au second semestre. Mais bon,
ça fait partie des choses à connaître et ça fera partie de l'évaluation sur cette partie des connaissances à connaître. Voilà, bon courage et rendez-vous à la prochaine vidéo.